Larocque est l'invité de cet épisode très spécial, enregistré dans le cadre des musicales de Cambrai. Il est premier violon solo de l'Orchestre de l'Opéra National de Paris et professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Frédéric Larocque est un musicien extrêmement apprécié par le public et vous allez l'entendre, soucieux de la transmission aux jeunes générations et du partage avec le public. Frédéric Larocque, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes un habitué des musicales de Cambrai. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité de ce festival ? Alors, effectivement, on va parler plutôt d'un festival avec une programmation éclectique et fidélisante. C'est-à-dire que les artistes dont je fais partie, qui ont été invités à jouer dès la première édition d'ailleurs des musicales de Cambrai, ont été merveilleusement accueillis, que ce soit par l'organisation du festival, par le public qui est chaleureux. On trouve une vraie culture de la démarche d'aller au concert, la démarche de découverte, même si on ne connaît pas le programme, même si on ne connaît pas les artistes. Une curiosité. Vraiment une curiosité. Donc, voilà, si vous voulez, les artistes passant au musical de Cambrai sont toujours très heureux d'y être engagés lors des éditions à venir. Alors justement, cette année, le public va pouvoir vous entendre à 3 reprises. Le 2 juillet à 15h au musée de Cambrai, le 3 juillet à 11h au musée Matisse et le 4 juillet à 20h à l'abbaye de Vaucelles. Il s'agit là de 3 lieux historiques et tout à fait emblématiques du Cambrésis. Oui. Est-ce que vous les connaissez déjà ? Est-ce que vous avez une préférence ? Alors, pas encore le musée de Cambrai, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de visiter lors de mes précédentes visites. Le musée Matisse, oui, parce que nous y avions joué dans la même formation. Je dis une bêtise. En formation de violon et piano. Et c'était également avec Ryoko Hisayama au piano. Donc le musée Matisse, oui, nous l'avons découvert l'année dernière. C'est un très joli petit musée avec les premières toiles de Matisse et un petit auditorium. Je parle de petit auditorium puisque la jauge n'est pas très importante, mais qui sonne divinement bien. Et voilà. Quant à l'abbaye de Vaucelles, là, on est exactement dans l'inverse, dans l'opposé, puisque c'est un très beau bâtiment religieux qui peut contenir plusieurs centaines de personnes. Une jauge très importante, oui. Alors pour nous, ces concerts, enfin pour moi, puisque vous me posez la question, ces concerts, oui, ça va prendre finalement le tour d'un petit marathon, puisque le samedi au musée de Cambrai, nous avons proposé un programme en trio à cordes. Vous jouez avec le trio Ludwig ? Voilà, donc le trio Ludwig est composé de Jonathan Nazé à l'alto, Jérôme Lefranc au violoncelle et moi-même au violon, et qui sont donc mes 2 collègues et amis à l'orchestre de l'opéra. Vous savez, souvent à l'orchestre de l'opéra, les musiciens ont envie de mettre au service de la musique de chambre toutes les qualités qu'on leur demande pour pouvoir accompagner le mieux possible tous ces chanteurs avec lesquels nous faisons des spectacles. Donc la musique de chambre est presque, je dirais, l'extrapolation naturelle du métier de musicien de fosse, d'orchestre. Nous avons voulu, comme c'est notre premier concert en trio à Cambrai, nous avons voulu brasser un répertoire assez large. Donc on s'est aperçu, enfin nous savons depuis très longtemps, qu'il y a eu un pic de composition pour cette formation trio à cordes, donc violon alto et violoncelle, entre 1788 avec Mozart jusqu'en 1816 avec Schubert. Oui. Et ensuite, il faudra attendre à peu près, j'exagère à peine, mais il faudra presque attendre un siècle pour voir de nouveau au XXe siècle les plus grands compositeurs s'intéresser à cette formation. Donc nous avons voulu utiliser quelques extraits de plein d'œuvres différentes de Mozart, donc de son grand Divertimento, de Schubert, le trio à cordes en un seul mouvement qu'il n'a jamais voulu finir, Beethoven, des extraits de sa sérénade, toujours pour trio à cordes, et puis le centre de ce concert, c'est bien évidemment l'opus 9 numéro 3 de Beethoven,
cette œuvre que Beethoven a écrite et qu'il a fait jouer pour la première fois dans un salon à Vienne, auquel était convié en tant que public Joseph Haydn. Et la seule réplique de Haydn après l'audition de ce nouveau trio à cordes de Beethoven a été de dire à Beethoven: vous écrivez très bien, mais c'est beaucoup trop compliqué. Le public n'aimera jamais. Qu'est-ce qui fait le charme et l'intérêt de cette formation? Le trio à cordes? Oui. Alors, d'une manière un petit peu gangster, je vais vous dire qu'il y a 10 fois moins de travail que pour un quatuor à cordes. Un quatuor à cordes, on touche véritablement à la recherche d'une alchimie entre les 4 archets des 4 instruments, alors qu'en trio à cordes, le traitement de chaque instrument est beaucoup plus solistique. La différence entre 3 et 4 est vertigineuse. Voilà. Pour avoir fait du quatuor aussi durant ma carrière, avec un quatuor installé, le quatuor Gaudi, je peux vraiment vous assurer que le travail est beaucoup moins prise de tête techniquement pour le trio à cordes. Et ça nous correspond très très bien, puisque vous savez que la vie de musicien d'opéra, spécialement à l'Opéra de Paris, est quand même très chargée. Donc on n'avait décemment pas 5 ou 6 matinées à consacrer à notre ensemble. Autre formation en trio, oui. Mais cette fois-ci violon, violoncelle et piano, le 3 juillet au Musée Matisse. Là, vous faites une place importante à Shostakovich et à Mendelssohn. Oui. Alors, 2 compositeurs qui ont été Shostakovich, je pense, en son temps, et Mendelssohn après son existence, qui ont été malheureusement écartés du paysage musical. Donc, c'était pour nous un bel argument, non pas pour les réhabiliter, puisqu'ils sont réhabilités depuis longtemps. Mais pourquoi ? Parce que nous avons affaire à deux œuvres, j'ai envie de dire majeures, mais surtout significatives de la composition de ces deux auteurs. Le premier trio de Mendelssohn est une merveille. On sent le Mendelssohn fougueux, jeune, excellent pianiste, et en même temps aussi avec des notions d'instruments à cordes, de violon et de violoncelle. Et donc il nous a laissé dans ce premier trio beaucoup de virtuosité, beaucoup d'enthousiasme, des lignes musicales d'une longueur qu'on ne lui connaissait pas, presque envie de dire ça dans les œuvres écrites auparavant. Et puis avec Shostakovich, là on s'attaque à un monument. Un monument. Shostakovich aussi très très connu pour l'ensemble de ses quatuors à cordes, puisqu'ils sont presque aussi nombreux que ceux de Beethoven, et éminemment appréciés par les mélomanes et tous les publics. Mais ce premier trio, un peu moins joué peut-être que donc certaines d'autres œuvres de musique de chambre, et vaut vraiment le détour. D'inspiration un peu klezmer dans son final, avec une arche musicale. Quand je parle d'arche musicale, j'englobe de la première note jusqu'à la dernière note du 4e mouvement, une arche musicale qui est presque un arc-en-ciel, tant les différentes atmosphères qu'il va y développer et qu'il va décrire nous subjuguent. Pour nous, c'est un voyage d'une poésie extraordinaire à chaque fois que nous proposons ce trio. De la poésie et de la vivacité aussi. Il y en a, spécialement dans le scherzo, qui peut être joué très rapide. Shostakovich a indiqué un 144 à la blanche pointée, je crois qu'il est quasiment infaisable, sauf par certains groupes russes. On peut citer Strak et consorts. Donc nous, ça sera un tout petit peu moins vite. On va faire selon nos moyens, mais effectivement, oui, il était capable d'une grande virtuosité, notre ami Shostakovich. Mais encore une fois, je préfère mettre en avant en premier la poésie de l'arche de cette œuvre plutôt que la virtuosité. Le 4 juillet, maintenant, ce sera votre 3e et dernier concert. Voilà. Avec le quintet de l'Opéra de Paris et 2 jeunes violonistes, dont vous allez nous parler, dans un écrin splendide qui est l'abbaye de Vaucelles. Et alors là, le public va pouvoir entendre de grandes et des
très virtuose page de la musique classique. Absolument. Avec une première partie résolument classique, quasiment baroque, puisque nous pourrons entendre alors les deux violonistes que le quintet à cordes va accompagner. Vous les connaissez très bien. On les connaît très bien, je les connais très bien, puisqu'ils ont été lauréats en 2020 et en 2021 d'un concours de violon que j'organise en collaboration avec la ville de Cambrai et Jean-Pierre Viard, le directeur du conservatoire de Cambrai. Et c'est donc ces deux formidables jeunes violonistes en ont été les premiers lauréats à ces deux éditions. Donc la première partie classique, ils avaient évidemment tout à fait... ils ont décidé de leur programme. Donc Dorian Rambaud, qui vient d'obtenir d'ailleurs son diplôme final au CNSM de Paris, commence avec l'été des 4 saisons de Vivaldi. Ensuite, nous aurons une pièce d'inspiration baroque, on va dire, de Kreisler. C'était une de ces fameuses pièces factices, dont Kreisler n'a avoué la paternité que parce qu'il était harcelé par son éditeur et que 30 ans après, il a fini par dire « Écoute, oui, c'est pas Pugnani Kreisler, c'est Kreisler. C'est moi qui l'ai écrit, mais je ne voulais pas avoir mon nom écrit avec chaque heure et puis joué par Kreisler en bas, c'était insupportable. » Donc je l'ai fait très très courte, mais voilà la raison. Donc une œuvre qui est dans le style de Pugnani, même s'il a été écrit par Kreisler, qui sera interprétée par Albina Garek, qui est elle-même qui va maintenant passer en dernière année d'études au CNSM de Paris. Et puis Albina et Dorian se retrouveront pour le fameux double concerto en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, que à chaque fois le quintet de l'opéra évidemment accompagnera le quintet ici prenant la place d'un petit orchestre à cordes. Ensuite une deuxième partie beaucoup plus virtuose avec là je vais le dire un petit peu dans le désordre, mais Navarra, une pièce absolument explosive de Sarasate, Pablo de Sarasate, pour 2 violons et orchestre, mais explosive, vraiment une virtuosité absolue. Il y aura aussi Zapateado, une autre pièce de Sarasate, puis je dois en oublier certainement, mais enfin voilà, il y aura de quoi nourrir et sustenter notre public. Vous parliez tout à l'heure de poésie. Ce concert-là va être donné dans l'abbaye de Vaucelles. C'est important pour vous, les artistes, de jouer dans un lieu qui a une âme ? Bien sûr, mais j'ai envie de dire, non pas pour vous contredire, mais que chaque lieu a une âme et que si, en plus, nous pouvons y écouter de la musique, nous participons à l'âme de ce lieu. Mais effectivement, tant le lieu que l'acoustique juste après, puisqu'il faut bien aussi que nous ayons un commentaire technique sur le lieu où se passe ce concert, et puis les individus qui y participent. Vous voyez, on parle d'âme de concert, on pourrait parler de l'âme de nos 2 jeunes lauréats, et qui sont donc nos solistes pour ce concert du 4 juillet à l'abbaye de Vaucelles. C'est une particularité du festival de musical, c'est qu'on leur donne leur chance, et pas simplement qu'une fois. Et c'est dans la continuité logique de l'organisation de ce concours de violon qui a lieu chaque année. C'est pas simplement primer, récompenser. Ils sont 3, il y a 3 catégories, ils sont 3 par catégorie. Il y a donc un premier, un deuxième, un troisième prix dans chaque catégorie. Mais c'est pas simplement les primer, c'est de dire au premier prix de la catégorie reine, de leur dire, eh bien, nous allons imaginer un concert ensemble. On va vous accompagner, on va participer, on va jouer avec vous. Et ça, pour moi, mais pour tous mes collègues qui sommes déjà installés dans une vie professionnelle, musicale, depuis un certain nombre d'années, pour moi ça fait même 36 ans, donc vous voyez, c'est pas tout récent maintenant, c'est absolument génial. C'est donner la parole à ces jeunes, puisque c'est eux qui vont nous remplacer. On va travailler avec eux, mais c'est eux qui vont nous remplacer, c'est eux qui vont drainer les publics, comme nous avons essayé de le faire. Et je trouve que la passation, non pas de pouvoir, mais de talent, est très très belle.
Oui, il est très beau aussi d'être embarqué, si je peux me permettre l'expression, entre un jeune talent qu'on emmène avec soi et aussi un public qu'on emmène avec soi. Parce qu'on parlait de l'âme du lieu, mais en fait, l'âme d'un concert, c'est l'artiste et le public. C'est l'artiste et le public, bien sûr. Et le public a de ça extraordinaire, c'est que, quelle que soit la manière dont il est composé, avec tous les paramètres que ça influe, les origines, l'éducation musicale ou pas, chaque public a cette particularité unique, en tout cas de tous les concerts auxquels j'ai pu assister ou auxquels j'ai pu jouer. Chaque public a cette particularité unique d'être une éponge magique de l'émotion que nous leur servons. Et si l'alchimie ne prend pas, ça veut dire que les musiciens ne sont pas bons ou se sont trompés d'optique. Malheureusement, ces concerts se produisent quelquefois, j'espère de moins en moins. Voilà, mais cette alchimie, elle prend parce qu'il y a la sincérité de la démarche du musicien et qu'il y a aussi la sincérité de la démarche du public, parce que le public n'est pas forcé d'aller au concert. S'il y vient, c'est par curiosité, c'est par plaisir, c'est par connaissance peut-être aussi, puisqu'il connaît soit les œuvres, soit les artistes qui y sont impliqués. Mais en fait, personne n'est obligé de venir et tout le monde se réunit. Et ça crée véritablement un moment qui n'a pas d'égal pour moi. Merci beaucoup Frédéric Larocque. Avec plaisir.